parce que les Khmers rouges sont arrivés et nous ont demandé de quitter la maison. En nous disant que bon, juste c'est pour 3 jours, vous allez emmener tout ce que vous pouvez, 3 jours vous reviendrez chez vous. Donc nous, avec les 4 enfants, mes parents, et puis ma petite sœur avec nous, il y a mes 2 garçons, et puis mon neveu et ma nièce. Et donc ce qu'on pensait, c'est de prendre de l'eau et quelques médicaments, et un peu de vêtements, et un peu de nourriture. Donc les soldats ont demandé à la population de prendre la route. Les premiers Khmers rouges sont arrivés à 7h30, 8h le matin, on les entendait de loin. Les roquettes tombaient toutes les minutes depuis quelques jours, et tout d'un coup, à 6h du matin, le jeudi 17 avril, plouf, terminé. Et à 8h, les premiers soldats Khmers rouges sont arrivés en file indienne, en tongs ou pieds nus, avec un équipement sérieux chinois. Et à 8h, la foule a crié « Fini, vive la paix !» On s'embrasse et ça fraternisait sur les boulevards avec les Khmers rouges. Et puis à 8h, voiture radio. Quitter la ville parce que les Américains vont se venger et ils vont bombarder cet après-midi. Donc partez tous vite, vite, vite à la campagne. Vous inquiétez pas, ne prenez rien, vous rentrerez dans 3 jours. Quitter la maison en 3 jours, au départ, on croyait. On croyait vraiment que pour 3 jours. Parce qu'on se dit, mais c'est pas possible. Dans un pays, on ne pensait pas du tout à l'évacuation entière du pays. On est parti à peu près dans l'après-midi, je me rappelle, vers 4h à peu près de l'après-midi. Il y avait tellement de monde qu'on est obligé de pousser la voiture. On s'orientait vers cette maison de campagne, en fait, à 13 km de Phnom Penh. Arrivé à mi-chemin, j'ai entendu la voix d'un soldat Khmer rouge qui voulait voler la montre d'un Chinois, en fait. J'ai entendu le bruit d'une détonation. Même si les Khmers rouges commettaient des exactions, on pensait, beaucoup pensaient, pas tous, que ça se finirait à la cambodgienne, c'est-à-dire on oublie tout et on recommence, on mange le riz ensemble. Au départ, on voyait les cadavres qui jonchaient, parsemés sur la route. Bon, on se disait c'était la fin de la guerre, c'est pas, voilà. Mais lorsqu'on voyait le Chinois qui a été comme ça devant nos yeux, on commençait à avoir peur. Arrivés au croisement vers Sihanoukville, ils nous ont confisqué les voitures. Ils ont dit de descendre, de prendre ce qu'on peut, de marcher tout droit, en cas va vous recevoir. Le lendemain matin, déjà très tôt, ils commençaient à nous pousser encore. Ils n'osaient pas demander où. Et c'est à ce moment-là, j'ai vu les gens qui commençaient à abandonner les vieillards, les parents.
Les premiers mis sur la route, c'était les malades des hôpitaux, qui étaient encore dans la rue avec leur perfusion, ou des gens dont la famille portait le lit, les vieux grabataires ou les gens qui venaient d'être opérés la veille. Une famille dont la fille avait 8 ans à ce moment-là, elle venait d'être opérée d'appendicite. Elle allait prendre la route, ses parents avec des bambous ont fait un espèce de lit pour qu'elle ne marche pas de trop. J'ai vu aussi les dames qui accouchaient sur la route. Et une fois accouchée, elles n'avaient même pas la force encore de se relever. Quelques minutes après, on les forçait à se relever pour marcher. Alors c'était s'il y avait un enfer, c'était à ce moment-là, l'enfer. On se rendait compte que l'argent ne valait rien du tout parce que personne ne prenait l'argent et que ça marchait avec le troc. Donc comme on n'avait plus de vêtements, il restait juste 2 ou 3 sarons et en soie qu'on avait ramené. Et à l'époque, on pouvait dire que les anciens, en fait, qui venaient pour échanger, les parfums de France, les gens qui avaient les montres en or pouvaient avoir du riz tout de suite, plein de choses. Tandis que nous, il nous restait que quelques sarons en soie, on a pu échanger contre un petit chariot en bois, en fait fabriqué par les paysans, pour mettre un peu les affaires dedans parce que ça devenait lourd. On a marché toute la journée. Cette nuit, on a dormi dans une espèce de, comme un hangar, comme une grange. Et devant cette grange, il y avait un puits. Et donc on a puisé de l'eau du puits pour faire cuire nos aliments en fait. Et le lendemain matin, les gens nous ont dit qu'il y avait un cadavre dedans. Le lendemain, on a marché toute la journée. Et le soir, on arrivait à un village qui s'appelle Angromir. Et avant d'entrer dans ce village, il y avait les cousins éloignés de ma grand-mère. Ils nous ont trouvés. Ils nous ont demandé tout de suite de ne rien dire de notre identité, de déchirer nos permis de conduire, nos cartes d'identité, nos chéquiers, tout ça, il faut tout déchirer. Et il faut tout le temps garder un CV en tant que commerçant ou autre. Pas du tout leur dire qu'on est médecin, qu'on est fonctionnaire, qu'on est... Voilà. Ils nous ont ramenés en charrette. Arrivé à la maison, on a bénéficié du riz, un peu de manioc aussi. Et on est resté chez eux pendant presque 2 semaines.
dans ce village et tous les soirs, il y avait toujours une réunion. Ce qu'ils appellent la réunion de travail. Ils se réunissent le soir, ils nous disent qu'Anka veut de nous, qu'on laisse tomber la civilisation, qu'on devient paysan, qu'on travaille la terre, que les Cambodgiens à l'époque n'avaient pas besoin de civilisation étrangère. Donc il faut qu'on recommence à partir de zéro, de construire le pays comme ça. Tous les jours, il y a toujours un gars du village, soi-disant le chef du village, qui vient nous demander notre CV. Que je pense, ils savent qui nous sommes. Mes grands-parents sont les royalistes, voilà. Donc, mais ce qu'ils veulent, c'est qu'on ne dise pas. Et ils viennent tous les jours nous demander notre CV. On dit toujours qu'on est des commerçants, des chauffeurs de taxi. On est presque illettrés, on ne connaît rien du tout. Hein. Une dizaine de jours après, ils nous ont réunis en disant que bon, Anka va vous recevoir dans un autre endroit, donc vous préparez les affaires. Alors nous, on se disait, tiens, on va rentrer peut-être à Phnom Penh, on était tout contents, peut-être, oui, peut-être on retourne chez nous. Les camions partaient de la ville et on ne rentrait pas dans Phnom Penh en fait. On allait carrément vers Kampong Chhnang et Pursa. C'était entassé, les enfants avaient soif, il faisait très chaud. On arrivait à un endroit qui s'appelle Phnom Theng. Ils ont dit, vous avancez vers ce chemin et Anka va vous recevoir. Et nous, bon, avec le peu de nourriture qu'on a déjà, on marchait péniblement. Les enfants, ils avaient chaud, ils avaient faim, ils hurlaient et pleuraient. On arrivait au bout de nulle part, une région aride qui s'appelle Phnom Theng. Ils nous ont dit, débrouillez-vous, voilà, construisez les cabanes, les huttes, vous allez rester là pendant un bon moment. Et nous, on n'avait même pas les couteaux, là, à hacheler, rien du tout. On n'avait pas de quoi couper les arbres, rien du tout. Donc, avec notre plastique, les toiles cirées, donc on essaie de faire avec les branches d'arbres. Et il pleuvait. C'était le mois d'août, c'était la mousson, donc il pleuvait. Et les enfants qui étaient trempés de boue, on mangeait sous la pluie, sous la toile cirée, comme ça. Très peu de riz flottait dans l'eau, parce qu'on ne peut pas faire le riz dur. On était très peu de rations. Moi, je voyais mes enfants qui avaient l'habitude de... Oh, je vous jure, c'était la folie. Hein. C'était vraiment la folie de voir souffrir ces enfants. C'était très, très dur. Très, très dur.
ma cousine qui a pu échanger une hache. Et puis elle distribuait à tout le monde pour couper les arbres, pour construire des petites huttes. Pendant les moments difficiles, je rêvais dans ma tête et les rêves m'aidaient beaucoup. Je me parlais en anglais, je me parlais en français dans ma tête, j'ai écouté les chansons dans ma tête. J'ai beaucoup rêvé parce que je voulais connaître Paris, je voulais connaître San Francisco, je voulais connaître les États-Unis, donc j'ai rêvé New York, donc j'ai rêvé à tout ça. Et ça m'a beaucoup aidé les rêves. Pendant le travail, les rêves m'aidaient à oublier les durs labeurs de l'extérieur. Le lendemain, j'ai vu mon père qui tirait, les Khmers rouges lui ont demandé de tirer la charrue avec les épaules à la place des bœufs. Là, j'étais complètement comme morte déjà en voyant mon père qui avait que 53 ans, qui en quelques jours, il avait les cheveux tout blancs. Il a changé, il avait les cheveux tout blancs. Alors nous, les enfants qui vénéraient les parents en voyant ça, c'était l'horreur, c'était affreux. Et il était musclé, il a perdu tous ses muscles déjà. Un jour, vers 5 heures du matin, j'ai vu les soldats Khmer rouges qui venaient à notre hutte. On nous disait sortez, sortez, sortez tout de suite. Alors on se disait essayez, ils connaissent notre identité. Toutes les familles, les 6 familles sortaient. Mon mari, le papa de Chantal, était déjà malade. Donc il avait des jambes enflées parce que comme il manquait de nourriture, il avait des jambes complètement enflées, il ne pouvait pas se lever. Et puis il disait les malades restent dans la hutte et les enfants aussi. Mais tous les valides sortaient et venaient avec nous. On sortait, ils nous emmenaient à la queue leu-leu vers la rizière. Et on a marché toute la matinée. On arrivait à un village qui s'appelle Bangkantut. Et là, ils commençaient à nous questionner parce qu'il y avait dans notre groupe, il y avait une copine de mon oncle qui nous a dénoncés. Ils nous ont ficelés, nous ont questionnés. Qu'est-ce que vous faites? On nous a dit que vous êtes médecin, on nous a dit que vous êtes haut fonctionnaire, on nous a dit que vous êtes la femme du général. Dites-nous la vérité, on vous laisse la liberté. Si vous mentez, eh bien, en cas, ne tolère pas ça. Ma cousine, la femme du général, tellement elle avait peur, comme il rabâchait qu'il faut dire la vérité, sinon on vous élimine. Et elle voulait dire la vérité. Et elle était près de moi, bon, je la pensais un peu. Et je voyais déjà mon père qui avait l'intention de faire quelque chose. Mon père, il était tout droit. Je pense que s'il commençait à nous sur ce moment-là, mon père aurait pu foncer pour faire quelque chose. Vers 1h30 de l'après-midi, ils nous ont déficelés. On va vous emmener, on va vous donner de la nourriture.
Alors moi, j'avais peur. Lorsque j'entends la nourriture, parce que j'ai entendu dire que les Khmers rouges, avant de tuer les gens, voilà, ils donnent à manger avant. C'était comme la nourriture du ciel qui descendait. Mon père, mes parents qui avaient tellement faim, qui se précipitaient sur le plat. Et pourtant, il n'y avait rien, hein. Il n'y avait que le poisson sec grillé et puis le riz dur. Et donc, se précipiter sur le plat. Et puis, ma portion, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose pour mes parents, parce que c'est mon dernier adieu, c'est mon adieu vers mes parents. Donc, j'ai laissé un peu de mon riz, un peu de mes poissons. Je me suis agenouillée pour lui donner, agenouillée pour donner à mes parents, en sachant qu'après, on serait, voilà, c'est terminé. Je me suis dit, pourquoi manger, puisque après... Et après, par chance, ils ont dit, bon, suivez-nous. Ils nous ont éparpillés, chaque famille à 3 kilomètres chacun. On n'était plus ensemble. Donc, chaque famille dans un village, et une autre famille, mes parents à Bangkontour, moi c'était à Pumthmay, voilà. Ils ont distribué comme ça pour qu'on n'ait plus de relations. On a commencé à travailler à 5 heures du matin jusqu'à midi, et après une petite ration, et après recommencer à 1h30 jusqu'à 5 heures du soir, et une petite ration après le soir de 8 heures pour creuser les barrages, tout ça qui servent strictement à rien. Voilà, c'est la routine comme ça. Mes parents commençaient déjà à être espionnés par les petits espions de l'époque. Et il n'y avait pas que mes parents, les petits espions espionnaient tous les soirs avec nos 6 familles. Donc du coup, on ne pouvait plus échanger. Moi, il me restait encore quelques bijoux, mais on ne pouvait plus échanger. Et du coup, mes parents, comme ils travaillaient très dur, ils commençaient à être malnutris tout de suite et à perdre la force, quoi. Un jour, mon fils, qui avait tellement faim, et puis il a vu un enfant Khmer rouge qui a jeté un gâteau. Et puis un chien est venu mordre le gâteau. Alors il avait tellement faim, il courait après le chien. Donc le chien a lâché le bout de gâteau, il a mangé le bout de gâteau. J'ai vu mon fils fiévreux, tout de suite le courait. Son père, c'est tout de suite, comme il est médecin, il savait tout de suite qu'il a la méningite. Alors il m'a demandé d'essayer d'avoir un flacon de pénicilline avec mon diamant. Partout, il ne voulait pas prendre, parce que c'est monté sur or blanc, donc ils ne connaissent pas. Du coup, le petit est décédé, et c'est l'horreur. Lorsqu'il est décédé, il portait un t-shirt jaune, et c'était inscrit sur le t-shirt « If I smile to you, do you smile to me ?» Oh, ça c'était l'horreur. Tandis qu'il rendait ses derniers soupirs.
Ça, je vous assure, c'était affreux. Pour les parents, c'était affreux. Ils rendaient ces derniers soupirs comme ça, vous voyez le t-shirt. C'était l'horreur. Un mois après, c'était mon mari et le papa de Chantal qui est décédé. Et un mois après, c'était mon neveu. Un mois après, mon papa. Donc c'était tous les mois, toute la famille décède. Les 6 familles, tous. C'était à ce moment-là qu'ils ont choisi d'emmener les enfants pour mettre dans un camp. Ce jour-là, Chantal avait de la fièvre. Il saignait du nez en plus. Il saignait du nez. Moi, j'étais en train de travailler. Il venait comme ça. Bon, maintenant, les enfants dans les camps. Il l'arrachait Chantal. Chantal, il hurlait, il pleurait. Et on ne pouvait rien faire, en fait. Hein. Donc, c'était atroce. Et donc, moi, dans ma tête, ça y est, je voyais plus, je verrais plus mon fils. J'ai pas de nouvelles de mon fils pendant 2 jours entiers. J'étais comme morte, hein, parce que je me suis dit, je ne savais pas où ils étaient. Heureusement, le camp était à côté, le camp des enfants était à côté, et Chantal se débrouillait toujours le soir, lorsque tout le monde dormait, il descendait la petite colline pour venir me joindre. Voilà, oui, c'était vraiment le moment merveilleux le soir de se retrouver. Donc, il restait que moi seule et ma petite sœur. Tout le monde était décédé. Et donc là, il me laissait un peu tranquille. Et donc, je commençais à avoir les œdèmes partout, mais à avoir la beriberi aussi. Je ne pouvais plus marcher à un moment donné. Et donc, ils m'ont envoyé à l'hôpital une fois, et l'hôpital, c'était un... Si je suis restée à l'hôpital, je serais déjà morte, parce que l'hôpital, c'était l'horreur. C'est vraiment l'enfer, je ne peux plus rester. Et donc, je ne suis pas restée dormir, je remarchais pour venir au village. Un jour aussi, les Khmers rouges ont changé de maison. Et quand elle aussi est allée chercher du riz avec les gens à côté, il allait chercher le soir le riz en cassette. Donc on avait un peu de ration quand même, et je sentais mes jambes reprendre des forces parce que j'avais mangé pas mal de sondes, voilà. Et donc, mais je jouais toujours la comédie avec un bâton, toujours je marchais avec un bâton. Et un jour, dans la coopérative,
il y avait une fille des Khmers rouges, hein, une fille qui a l'âge de à peine 10 ans, hein, qui courait, qui venait arracher mon bâton comme ça. Et moi, j'étais toujours présente, il fallait faire quelque chose, je me faisais tomber, quoi. Et donc, du coup, ils ont cru complètement. Au mois de décembre 1978, on commençait à entendre des rumeurs. Il y avait des soldats qui venaient prendre les gens la nuit. Il y a des couples qui disparaissaient comme ça, on ne sait pas, on ne savait pas où. Les anciens, on les a emmenés et donc on se posait toujours la question où ils les emmenaient. Le 9 janvier 1979, on voyait le nouveau chef du Nord là, qui préparait les affaires et il partait. Alors, donc c'est à ce moment-là, c'est la cohue générale, la joie générale. Eh bien, voilà, allez, on part vers eux aussi. Les Vietnamiens arrivent. Je me suis dit, je ne vais pas à Phnom Penh parce que je sais que les Vietnamiens arrivent. Je sais très bien que ça se passe très mal. Donc je m'orientais vers la frontière. Arrivé à Battambang, j'ai retrouvé la cousine qui était à Phnom Thinh Thinh. On était resté avec elle pendant une semaine. Un jour, Chantel avait trouvé une pochette vide. Et puis il a ramené la pochette et elle a attrapé Chantel. Elle a dit où tu l'as trouvée la pochette? Et puis Chantel a dit mais par terre. Et donc elle regardait la pochette était vide. Alors elle a dit à Chantel mais où sont les bijoux? Mais Chantel a dit mais je voyais la pochette vide. Le petit de 5-6 ans, comment voulez-vous? Oui. Et donc après ma cousine a dit, mais on avait plein de bijoux dedans, et puis trouver la pochette. Moi, orgueilleux comme je suis, je dis, bon, bien, j'emmène mon fils, je sors, je dis, je reste plus avec toi, je sors. J'emmenais mon fils, je marchais. Vers le milieu du chemin, j'ai rencontré une copine qui travaillait avec moi au consulat de Danemark, qui m'a demandé d'aller vivre avec elle parce qu'elle vit avec un guide qui fait le trafic entre la Thaïlande et le Cambodge. J'ai laissé ma sœur et Chantel tout en sachant que je reviendrai le chercher. Et là, lorsque on a décidé de partir, le jour de mon anniversaire, le 22 août, le fait de partir avec le guide toute seule. Et je leur ai assuré que je viendrais les chercher, coûte que coûte. Il fallait traverser la jungle pour aller en Thaïlande. Et traverser, c'est toute la nuit. Et c'était le guide qui orientait, voilà, parce qu'il connaissait l'endroit où c'était miné. On traversait la jungle 4 heures du matin jusqu'au soir pour arriver à l'endroit où les Thaïlandais et les Cambodgiens troquaient des marchandises.
Et arrivé justement à ce village, et le guide croyait qu'il me restait quelque chose. Il me demandait, bon, pour rentrer en Thaïlande, il fallait de l'argent aussi. Est-ce qu'il vous restait quelques grammes d'or pour échanger contre les bahts thaïlandais? Mais moi, j'ai dit, mais non, j'avais rien. On m'a donné un jean, une chemise et un faux papier d'identité. Il y avait une fille thaïlandaise du village qui était avec moi pour prendre de l'argent. On avait pris un taxi. Et donc, on se dit, il ne faut pas parler, en fait. Hein. Il ne faut pas, voilà, il faut pas dire que je viens avec elle. Elle serait aussi complice d'une réfugiée illégale. Hein. Et elle était avec le chauffeur, et derrière, moi, j'étais avec 2 touristes japonais. Alors donc les touristes japonais, ils avaient le passeport et elle est thaïlandaise et moi, bon, j'avais ma fausse carte d'identité, je faisais le mal de transport, je fermais les yeux tout le temps pour éviter la conversation. Et donc arrivé à la première barrière, on passait, deuxième aussi, il n'y avait pas l'arrêt et avant d'entrer à Bangkok, eh bien, on s'arrêtait, il y avait une grande barrière. Les militaires, et là, il commençait déjà à pleuvoir, hein, à pleuvoir sur la route. Et les militaires sortaient sous la pluie comme ça. Alors donc, ils demandaient aux Japonais, les Japonais montraient leur passeport, alors la Thaïlandaise montrait sa carte en disant, hein, après, ils me demandaient, donnez-moi votre nom. Et moi, comme bon, en 1974, j'ai appris un peu de thaïlandais, je faisais semblant de sortir ma carte d'identité, j'ai dit mon nom en thaïlandais, voilà, Chan Chu, voilà. Et donc, Pai Pai, mấy phần lại, allez-y, allez-y, allez-y. Donc je m'orientais vers l'ambassade des États-Unis très tôt le matin. Le consul m'a reçu, donc je lui ai expliqué et le consul a dit, bon, à ce moment-là, est-ce que vous avez quelqu'un en France? Parce que pour l'instant, les États-Unis arrêtent provisoirement. J'ai dit, j'ai mon frère, mais je ne connais plus son adresse. Elle a dit, c'est pas grave, je vous donne de l'argent, on va appeler le taxi, vous allez à l'ambassade de France. Voilà. Et donc, il a appelé un taxi, il a donné de l'argent au chauffeur taxi, il m'a donné aussi un peu d'argent pour mes premières nécessités aussi. Et puis le taxi m'emmène à l'ambassade de France. Et à l'époque, il y avait Alain Dominé et une dame qui s'appelle Marie Matin. Ils m'ont dit, mais si vous voulez, vous pourriez partir, il y a l'avion pour la France. J'ai dit, non, non, mon fils et ma soeur restent au Cambodge, je tenais tête, non, je ne partirai pas sans eux. Et donc, il fallait me cacher. Et voilà, je suis restée chez Erna plus d'1 mois. Et après, un jour, il y a la Croix-Rouge. Erna m'avait dit, la Croix-Rouge avait pris une photo d'une jeune fille qui te ressemble. Alors donc, elle m'a montré la photo, c'était ma sœur. Et donc j'ai dit, mais oui, c'est ma sœur. Et donc, ils sont sortis et ils ont été coincés par les soldats thaïlandais dans la caserne, à la frontière. Voilà, à la fin, les Thaïlandais les ont pris et mettaient dans leur caserne à la frontière. Donc, les 2 ambassades se contactaient. Les États-Unis et puis la France contactaient pour qu'on puisse aller chercher ma sœur et mon fils.
pendant ma vie. Je n'ai jamais reçu une affection quelconque ou bien un baiser de mon père, non, étant donné qu'il nous a éduqués très traditionnels comme ça. Alors, avant de mourir, vous savez, il m'a embrassé, il m'a donné un baiser sur le front. Et je ne pourrai jamais oublier ce premier et ce dernier baiser que mon père m'a donné. Et avant de mourir, il m'a demandé de... Je suis très contente de mourir, mais sois sûr que je meurs de faim et que essaie de faire quelque chose pour la patrie. Si au cas où tu pourrais échapper à ces gens, ne laisse pas tes ancêtres mourir, le nom de tes ancêtres mourir comme ça. Il faut que tu me promettes ça. Et avant, je pourrais fermer les yeux tranquille, je pourrais mourir en paix si tu m'as promis de faire tout ce que je te demande. Moi, je crois à l'avenir du Cambodge parce qu'ils ont une capacité de réception des épreuves dont ils sortent. L'épreuve des Khmers rouges, les valeurs profondes de leur esprit leur permettent de rebondir, oui. Ils en sont sortis. Il y a des gens qui en sont sortis très dignement. C'est très important, surtout pour la jeune génération, parce que les jeunes au Cambodge ne savent pas du tout ce qui s'est passé pendant le génocide. Parce qu'il n'y avait pas, dans le programme scolaire, il n'y avait pas du tout le génocide. Et donc je pense, on a demandé comme, disons, comment on appelle ça, une indemnisation collective. Voilà, on a demandé, j'ai demandé justement à instaurer dans le programme scolaire ce génocide. Ce qui est essentiel pour moi, c'est la paix. Des moments que les enfants et la famille sont heureux, c'est mon bonheur. Ông nhầm ra một cọp ơi chun chọc chọt từng pi nhẹ cao châu. Anh đã làm tam bắt nhát metra pram metra mà phê bồn tham ấy nâng metra sam tham bồn tham ấyในฉบับได้ปีกาบังเกิดอบตกមានពិរុទ្ធពីបទអក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលក្នុងនោះមានការសម្លាប់រង្គាលរួមទាំងការធ្វើមនុស្សឃាតការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុនយោបាយ À l'instant, et puis très content surtout d'honorer la mémoire de mes parents et des disparus pendant ce génocide aussi. Voilà, j'ai l'impression de faire quelque chose pour eux. Papa, c'est terminé.
Thank you.